Bonjour à tous, notre invité est économiste, auteur de L'innovation sauvera le monde aux éditions Plomb en 2016. Il dirige le cabinet de conseil Asterès qu'il a fondé en 2006. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Alors le chiffre de la croissance française vient de tomber, 1,1% pour 2016, seulement 0,4% au dernier trimestre. Des chiffres plutôt décevants, c'est moins qu'en 2015. Un premier commentaire? Alors c'est un chiffre qui est faible en plus si on le rapporte à l'évolution de la population pour avoir une idée du PIB par habitant, parce qu'au fond c'est ça qui reflète vraiment la performance économique d'un pays. On est plus proche de 0,5% que de 1%. Ouais. Donc l'économie française, ce que l'on peut dire au fond, si on prend un peu de recul, c'est que depuis la crise de 2008, elle est quasiment stagnante. Donc on a un gros problème. Alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça fait très longtemps qu'on dit ça, mais on voit qu'on a des problèmes toujours de compétitivité extérieure. C'est ce que traduisent aussi les premiers chiffres là, de 2016. Problème de compétitivité, manque d'innovation, des entreprises qui ne sont pas sur les bons niveaux de gamme. Bon, on a commencé à régler un tout petit peu ces problèmes structurels, mais enfin avec des politiques de l'offre qui, à mon sens, ont été complètement sous-dosées. Et il faut quand même qu'on réfléchisse très sérieusement à ces sujets-là, parce qu'on est en train, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train de s'appauvrir relativement aux autres. C'est-à-dire que c'est 1,1% de croissance. On est rentré en crise il y a maintenant quasiment 10 ans, un petit peu moins de 10 ans. Donc là, on commence à faire face à un décrochage qui est extrêmement sérieux et qui m'inquiète beaucoup. Alors, mais les indicateurs sont quand même légèrement meilleurs depuis le début de l'année. Quand on regarde les différentes entreprises qui sont en baisse, quand on regarde le moral des ménages, le logement qui va un peu mieux, est-ce que ça peut donner un peu d'élan, un peu d'espoir pour Vous avez entièrement raison, mais ces indicateurs avancés pointent vers une croissance 2017 qui serait comprise entre 1,5% et grand maximum 1,9-2%. Donc je dirais qu'on reste quand même autour de taux de croissance qui ne sont pas du tout satisfaisants. Alors avec... pardonnez-moi un autre problème dont je n'ai pas parlé, qui est quand même la situation de sous-investissement dans le domaine des entreprises, parce que dans la construction, on voit que ça repart un peu, mais de sous-investissement des entreprises chroniques. Alors, en revanche, quand même, pour ne pas noircir complètement le tableau, je sais que je vais peut-être choquer certains de nos téléspectateurs, mais il y a quand même un signal d'amélioration assez net, c'est le marché du travail. On voit que les entreprises créer des emplois dans le secteur privé, pas mal d'ailleurs. Même si on regarde le taux de chômage, alors les derniers chiffres là pour le coup n'ont pas été très bons, mais enfin en tendance depuis 2016, on a plutôt une diminution et ça veut dire quelque chose de très intéressant et qui n'est pas forcément intuitif, parce que créer des emplois avec 1,1% de croissance en 2016, c'est quand même au fond assez exceptionnel. Ça veut dire que les politiques de l'emploi qui ont été menées ces dernières années, pacte de CICE d'abord, pacte de responsabilité ensuite, prime pour l'embauche. Bon, ce sont des politiques de baisse du coût du travail qui ne sont pas extrêmement élaborées intellectuellement, mais enfin, qui donnent des résultats, de bons résultats. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je dis à la prochaine majorité, surtout, il faut les conserver. Il faut les conserver, d'ailleurs, à mon sens, les fusionner. Il suffit de faire un paquet, vous fusionnez CICE, pacte de responsabilité et prime de 1 000 euros. Ça en baisse de charge. Oui, bien sûr, vous convertissez tout ça en baisse des charges. Et d'ailleurs, ça permettra aussi de stopper un débat, celui sur le zéro charge au niveau du SMIC, puisque de fait, si vous fusionnez tout ça, vous verrez qu'il n'y a plus de charge patronale au niveau du SMIC. Donc voilà, ça, c'est des politiques qui ne sont pas très compliquées, mais qui donnent, insuffisantes, mais qui donnent de bons résultats et qui permettent de faire en sorte qu'avec une croissance aussi faible, on n'ait pas à souffrir en plus d'une dégradation de la situation du marché du travail. Alors, au regard de ces chiffres, comment est-ce que vous jugez l'état du débat économique dans la campagne présidentielle française ? Alors, je trouvais que ça avait très bien commencé. Je trouvais que la primaire à droite les débats de la primaire avaient été extrêmement intéressants. Je trouvais que ce qu'apportait Emmanuel Macron en termes de discours général était tout à fait intéressant. D'ailleurs, tout son discours global sur l'Europe, sur la mondialisation, sur l'innovation, je le partage. Et là, je trouve qu'on est retombé complètement dans nos travers français. C'est-à-dire que on ne parle plus de rien. Emmanuel Macron, à 90 jours de l'élection présidentielle, quelque chose comme ça, ne nous a toujours pas présenté son programme. Je vous le dis comme je le pense, ça n'est pas sérieux, parce qu'on ne peut pas encore avoir un quinquennat qui soit fondé sur l'ambiguïté. François Fillon, qui pour le coup, moi j'ai regardé son discours dimanche, a un véritable programme, mais on parle de ses affaires, on ne parle plus de son programme. Quant à la gauche, tout ce qu'elle a à nous proposer, enfin le Parti Socialiste, c'est plus de dépenses publiques, plus d'assistanat, plus de fiscalité, comme si nous n'étions pas allés suffisamment loin dans cette voie en France, et je ne parle même pas des délires du Front National. Bref, je trouve que ce débat qui avait
bien commencé, est en train de s'affaisser. Et là, je dis attention, parce que les chiffres dont on vient de parler sont quand même des chiffres qui sont inquiétants. Je le dis, la France est en train de décrocher relativement aux autres. Donc, il faut absolument qu'on se ressaisisse et que l'on ait un bon débat, un débat sur des choses précises, sur des mesures qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Avec quelle priorité, justement avec quelle priorité, justement la priorité absolue, les baisses de charges, vous en avez parlé. C'est le marché du travail, c'est-à-dire le contrat de travail, l'apprentissage, la formation professionnelle. Allez, puis-je mettre une mesure en débat, une mesure extrêmement précise. Je l'ai écrit de nombreuses fois, pardonnez-moi, mais on est au début d'une vague d'innovation, d'une vague de destruction créatrice absolument majeure, extraordinaire. Beaucoup d'emplois vont pouvoir être créés, mais beaucoup vont disparaître. Donc nous avons un sujet de formation professionnelle qui est un sujet absolument majeur. On a un bon outil qui s'appelle le compte personnel formation. Simplement, tout le monde n'en dispose pas, c'est rigide, c'est plafonné. Moi, je propose de garder cet outil, de faire en sorte que tous les actifs, sans exception, y aient accès et qu'ils soient complètement déplafonnés, que tout le monde puisse l'abonder et que les actifs qui disposent de ce compte puissent accéder à la formation professionnelle de leur choix. Vous voyez, il faut qu'on parle de ça. Ça, ce sont des mesures extrêmement concrètes. L'apprentissage, bien évidemment. Enfin, l'apprentissage, il faut doubler le nombre d'apprentis ces 5 ou ces 10 prochaines années en France. On sait très bien que l'apprentissage donne de très bons résultats en matière d'intégration sur le marché du travail. Donc, pardonnez-moi, je m'emporte un peu, mais je suis un peu agacé par tous les débats récents qu'on a eus, et j'y ai moi-même contribué, sur le revenu universel, cette espèce d'absurdité qui consiste à dissocier le revenu du travail pour un coût qui, de toute façon, empêche le fait. On ne le fera pas. Il faudrait doubler, tel que le propose Benoît Hamon, il faudrait doubler à peu près le taux de prélèvement obligatoire en France. C'est absolument absurde. Donc, on ne le fera pas, bien évidemment. Enfin, doubler les impôts, pardonnez-moi, soyons précis. Mais donc, on ne le fera pas, et donc, je voudrais quand même qu'on reparle de choses un peu précises. Le contrat de travail, l'apprentissage, la formation professionnelle, ça me paraît être des priorités. Et puis, bien évidemment, la question de la fiscalité, notamment la question de la fiscalité du capital. Je le disais, on est dans une vague d'innovation. Qui est abordée par François Fillon, là, pour le coup. Très bien, et je pense avec beaucoup de sagesse, d'ailleurs. Aujourd'hui, nous manquons, nos entreprises sont sous-capitalisées. On a des startups, on a à peu près 1 millier de startups qui fonctionnent bien en France. Simplement, ce que l'on voit, c'est que ces startups, on a du mal à les garder. On commence à avoir du mal à les financer à partir du 3e tour de table. Vous savez, quand on veut faire des startups du type startup de la Silicon Valley, il ne faut pas 400 ou 500 000 euros. On a besoin de 2 millions, 10 millions, 50 millions. Soyons fous, 100 millions d'euros pour certaines. Donc ça, c'est une question de capital investissement, c'est une question de fiscalité. Voilà les bons sujets que l'on doit aborder. Sinon, la révolution technologique, ça va être très simple. Celle-ci, ça va être la Chine et la Californie. Voilà. Vous comprenez justement que cette mutation numérique que vous évoquez longuement dans votre livre, elle suscite autant de craintes et de peur, parce qu'effectivement, on a peur que ça détruise plus d'emplois que ça n'en crée à terme. Comment la rendre intelligible, comment la faire comprendre et rendre confiance effectivement à ceux qui la vivent au jour le jour? Alors je crois qu'il y a 2 choses. Sur cette question, en fait la question que vous évoquez, c'est celle de la fin du travail ou de la raréfaction du travail, qui est quelque chose qui revient dans toutes les périodes de mutation. Je le dis, je le répète, il n'y a absolument aucune raison de fond pour que cette mutation détruise plus d'emplois qu'elle n'en crée. Bien évidemment qu'il y aura des destructions d'emplois. Quand vous hybridez une intelligence artificielle avec un robot, il est clair que ça permet l'automatisation, d'un certain nombre de tâches. Mais les gisements d'emplois dans les services, dans l'ingénierie, dans la conception, mais sont absolument infinis. Ils sont complètement éliminés. Je travaille beaucoup sur l'économie de la santé, mais les gisements d'emplois sont infinis. Donc il faut absolument que l'on réfléchisse justement à la formation professionnelle, à l'apprentissage, à la flexibilité, au secteur d'avenir. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer les gens? Vous avez tout à fait raison. Au fond, la révolution industrielle du 19e siècle, tout le monde pensait que la technologie enclenchait du progrès économique, qui enclenchait du progrès social, qui enclenchait du progrès moral. Voilà, c'était l'héritage des Lumières de Condorcet. Bon, et puis la Première Guerre mondiale arrive là-dessus et casse cette idéologie. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. Les gens pensent que le progrès technologique dégrade l'économie. En effet, c'est la question de l'emploi, augmente les inégalités, donc moins de progrès social. Et puis alors, j'entends dire que c'est absolument terrible, l'intelligence artificielle va mener à la 3e Guerre mondiale, etc. Mais c'est oublier quelque chose de basique philosophiquement, c'est que la technologie est neutre, elle est ce qu'on en fait. Et donc, cette mutation technologique dans la santé, dans les transports, dans l'énergie, il faut l'utiliser pour en faire le meilleur, pour créer de nouveaux business. Je vous donne un exemple extrêmement précis qui me passionne. Vous avez aujourd'hui en Californie un renouveau de l'exploration spatiale.
L'Europe a un savoir-faire technologique très important dans le domaine de l'exploration spatiale, notamment avec Ariane. Mais il n'y a pas de récit derrière ça, on n'investit pas assez, il n'y a pas de projet qui puisse embarquer l'opinion publique avec nous. L'exploration spatiale, pour les jeunes, c'est absolument merveilleux. On continue la grande histoire de l'humanité, qui est la lutte pour le temps et la lutte pour l'espace. C'est ça l'histoire de l'humanité. Oui, il faut qu'on rebâtisse des discours et qu'on articule ça avec une vraie politique de croissance économique. La technologie, elle nous ouvre aujourd'hui des champs qui sont extraordinaires, notamment pour nous, Européens. Alors, dernier mot sur Trump, qui fait l'actualité en ce moment, ses premiers pas, première mesure protectionniste, le fameux décret anti-immigration. Quelles conséquences ça peut avoir sur l'économie américaine et du coup sur l'ensemble de la croissance mondiale, du commerce mondial? Alors vous avez raison de pointer du doigt l'économie américaine parce qu'on dit beaucoup à juste titre que la politique de Trump est problématique pour le monde entier, ce qui est très juste puisque finalement elle vise à rompre avec le multilatéralisme qui avait été mis en place dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le commerce international, mais dans la santé, dans la sécurité, ce multilatéralisme qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un énorme problème, évidemment, une rupture, un énorme problème de régulation internationale. Mais la politique protectionniste que veut mener Trump, elle va frapper d'abord les Américains. L'histoire du mur, quand Trump nous dit les Mexicains ne veulent pas financer le mur, nous allons mettre une taxe de 20% sur les produits. Bien évidemment, ce sont les Américains qui vont payer. Et donc vous avez raison. Alors il y aura une sorte d'effet en V inversé dans la mesure où Trump veut faire une relance keynésienne. Donc ça va doper un peu la croissance à court terme, mais à moyen terme, cette fermeture, elle pénalise la croissance potentielle des États-Unis. Alors on pourrait se dire que c'est pas bon pour nous, mais en même temps, profitons-en, nous Européens. Trump veut fermer la porte aux talents qui ont irrigué le classement Fortune des 500 plus grandes entreprises américaines, des startups de la Silicon Valley. Eh bien, si nous étions astucieux, nous en Europe, nous dirions à ces gens-là, mais venez chez nous, la porte vous est ouverte. Regardez en France, on a des incubateurs, on a des startups, on a des écoles. Moi, j'ai envie de dire à ceux dont Trump et ceux dont les Américains ne veulent plus, venez chez nous, venez faire de la croissance, venez faire des emplois chez nous. Donc je crois qu'il y a aussi une carte à jouer pour l'Europe et pour la France. Merci beaucoup, Nicolas Buziou. Bonne journée.